Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Mosaïque qui retransmettra en direct le match de foot du SFC contre le CFA2 Tahon demain, un match à suivre dès 18h. Pour l'heure, place au sommaire de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Deux magazines culturels et d'information aujourd'hui sur Mosaïque. D'abord, nous partons aux quatre coins de la Lorraine pour une nouvelle édition d'une semaine en Lorraine présentée par Virginie Bernard. C'est à la médiathèque de Sarreguemines que Marianne Gabriel nous accueille dans son émission Entre les lignes. L'histoire se situe dans les Vosges. Une usine ferme, c'est le début de la crise des subprimes. C'est un roman noir intitulé « Aux animaux la guerre ». Il a obtenu le prix Ekman-Chatrian en 2014. Passez une bonne journée avec Mosaïque. Qu'importe le temps, sur le calendrier, c'est le printemps. Et le collectif Maison de quartier Beau Soleil compte bien fêter le printemps dès demain. Il s'agit en réalité d'une journée porte ouverte au cours de laquelle chaque association proposera une initiation tout au long de l'après-midi. Jetons tout de même un œil aux prévisions météo pour demain. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, retour d'un temps maussade. Une perturbation très peu active gagne nos régions. Les éclaircies sont encore bien présentes en début de journée, mais des passages nuageux traversent ensuite nos régions et s'accompagnent à l'occasion d'une petite ondée ou de brefs épisodes pluvieux. Côté température, les minimales évoluent entre moins 1 et 3 degrés, les maximales avoisinent les 9 à 12 degrés. Demain, samedi 21 mars, nous fêtons les Clémences. Le soleil nous accompagnera de 6h30 à 18h42. Notre série sur la ferme continue aujourd'hui avec le paillage. Il y a quelques années, c'était à l'huile de coude qu'il fallait refaire les litières de vaches. La mécanisation simplifie bien ce travail et crée une belle animation au milieu du bétail. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et poursuivons avec une semaine en Lorraine, magazine de découverte et d'information, fruit de la collaboration des acteurs lorrains du secteur de la télévision. Dans ce magazine présenté par Virginie Bernard, vous trouverez un bilan de la centrale de Cattenom, la préparation de la robe de mariée et feront le bilan de la saison d'hiver dans les Vosges. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de ce qui s'est passé dans notre belle région Lorraine. Mais débutons cette émission avec la centrale nucléaire de Cattenom qui ne fermera pas ses portes. Et ce, malgré les sollicitations du Premier ministre luxembourgeois. Xavier Bettel avait interpellé François Hollande sur cette épineuse question lors de sa dernière visite au Grand-Duché du Luxembourg. EDF a souhaité
confirmé l'assise de la centrale de Cattenom, tout en soulignant le bilan positif de l'année 2014. Immersion dans l'un des sites les plus protégés de la région avec Mirabel TV. Pour pénétrer les lieux, il faut passer plusieurs portiques de sécurité et montrer patte blanche de nombreuses fois. Difficile de croire alors qu'un drone avait pu survoler sans problème la centrale nucléaire en novembre dernier. Face aux inquiétudes qui persistent, la direction dédramatise l'événement. En matière de sûreté, on a des installations qui sont robustes et ces drones ne présentent pas de risque en matière de sûreté. Une sûreté d'autant plus importante que la centrale entre en 2016 dans ses 3e visites décennales. Un bilan de santé pour cette trentenaire, à l'issue duquel l'ASN l'autorisera ou non à fonctionner pour 10 ans de plus. Nous voici sur l'un des plus gros chantiers de préparation de ces visites décennales, la rénovation du condenseur de l'unité de production 1. Le condenseur, c'est un élément essentiel dans le fonctionnement de nos installations, puisque c'est lui qui refroidit la vapeur avant de le renvoyer dans le générateur de vapeur pour faire tourner la turbine à l'issue du générateur de vapeur. On arrive à une trentaine d'années. Ces tubes ont besoin d'être changés. On en profite pour améliorer la technologie et passer au titane. À la faveur de très bons chiffres pour l'année 2014, avec une seule anomalie déclarée à l'autorité de sécurité nucléaire, la centrale nucléaire de Cattenom pourrait même rester en activité jusqu'en 2036. Sur la tranche 1, on a déjà engagé une partie du programme industriel. On a déjà, alors je citais l'exemple des alternateurs qu'on a déjà rénovés, mais là sur la tranche 1, on est en train de rénover les condenseurs. Ces condenseurs, ils ont une trentaine d'années, donc effectivement, en les remplaçant maintenant, ces tubes, on se prépare pour une trentaine d'années. Donc effectivement, ça contribue à notre capacité à aller à une exploitation au-delà de 40 ans. 4 ans jour pour jour après Fukushima, les associations antinucléaires demandent la fermeture du parc français et en priorité les sites de Fessenheim et Cattenom. Une mesure politique qui n'est pas à l'ordre du jour selon la direction de la centrale mosellane, aux grandes dames de nos voisins allemands et luxembourgeois. Parlons d'une ouverture de saison, celle des mariages et ce qui est souvent au cœur des préparatifs et qui focalise les attentes de la future mariée, eh bien c'est la robe, qu'elle soit blanche ou colorée, bustier à bretelles, meringue ou bien encore épurée. Chacune des heureuses élues a dans sa tête bien la robe de ses rêves, celle qui sera la mettre en valeur le jour J. Eh bien c'est la délicate mission d'Anne Schnell, directrice et styliste de la maison Créane, dont l'atelier se trouve à Villers-lès-Nancy. Découvrons avec Maï-Lorraine cette créatrice pétillante, soucieuse de l'excellence de ses confections au service des princesses Lorraine et d'ailleurs. L'enseigne est née suite à un changement de vie professionnelle et personnelle en même temps. J'ai fait un break et moi, comme je travaille différents matériaux, donc de la couture, de l'ameublement, de par une passion personnelle, depuis l'âge de 10 ans, je couds par exemple. Une opportunité est arrivée. Mon mari m'a vivement conviée à un forum de créateurs d'entreprises. J'y suis allée avec ma poussette et puis voilà, l'aventure Créane a commencé comme ça. Jusqu'à il y a 2 ans, nous travaillions toutes ensemble dans un atelier. Toute la partie stylisme, croquis, choix des matières, tout se faisait sur place. Et nous avons eu l'opportunité aussi d'avoir ce magasin, cette boutique à Nancy Centre. Et ça nous permet d'avoir toute cette partie créativité, le côté émotionnel en famille. Et puis après, de passer en atelier pour tout l'aspect technique. C'était important de dissocier les deux. Il n'y avait pas assez de... C'était plus assez intime pour ce genre de produit. Je suis plus inspirée par les gens que par un effet de mode ou... par des tendances, des choses comme ça. Le style de la personne, ce qu'elle dégage, va me créer une inspiration quant au choix des matières, au choix de la forme. Voilà, c'est plus les gens qui m'intéressent. Toute l'équipe Créane est effectivement très fière de l'évolution que ça a pris.
Et d'ailleurs, ça a été mis vraiment en avant grâce au dernier prix que nous avons reçu, qui est le prix de la femme de l'économie, voilà, dans la catégorie chef d'entreprise. Donc ça fait une reconnaissance et oui, on est très très fiers de ça. On termine cette émission avec quelques images des montagnes vosgiennes encore enneigées. Fin janvier, la neige est tombée en grande quantité et a offert aux stations de ski de très belles vacances scolaires. Un or blanc qui porte bien son nom puisqu'il a grandement contribué à redresser une saison qui avait assez mal débuté. Deux exemples concrets à Gérardmer et à la Bresse avec Vosges Télévisions. Bien les skis droits, bien debout. Les skis droits. On écarte un peu plus pour plus de stabilité. Voilà. Bonne, excellente, rare, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la fin de saison de ski sur l'ensemble des stations vosgiennes. À l'image des deux principales, la Moselaine à Gérardmer, un peu plus haut sur le domaine de la Bressonnec. Et même s'il est encore un peu tôt pour tirer un bilan définitif, la neige tombée en abondance fin janvier a été on ne peut plus salvatrice. Oui, elle est arrivée juste à temps, mais on a eu peur. Début janvier, on a eu très très peur. Et puis on a eu cette grosse chute de neige fin janvier qui nous a permis de passer des vacances de février dans d'excellentes conditions, ce qui fait qu'on a battu vraiment tous les records. Alors, pas sur la saison, mais sur les vacances de février. A priori, disons que d'expérience, je pense qu'on devrait être aux alentours de 200 000 journées skieurs. La fermeture officielle de la station est prévue le 22 mars. Si d'aventure les circonstances, la météo était excellente, on continuerait peut-être une semaine. Mais ça, on prendra la décision le 18. Il reste encore un mois à faire, donc c'est vrai que j'attends beaucoup de ce mois de mars pour vraiment tirer un bon bilan. Maintenant, on peut dire qu'on a redressé la saison, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a réalisé des vacances d'hiver de février exceptionnelles. Sur la grosse semaine où on avait 2 zones en vacances et puis également la Belgique, le Benelux, on était entre 9 et 10 000 skieurs sur les pistes. Si le rush des vacances scolaires est passé, les skieurs étaient encore ce week-end nombreux à chausser et pour certaines, c'était la toute première fois. Je viens de chausser, je ne suis pas encore descendue, je ne peux pas vous répondre. Le ski, vous aimez ? Oui, beaucoup. Ouais. Vous avez déjà skié cette saison ? Non, pas encore. La première fois ? Oui, cette saison, oui. D'accord. Écoutez, bonne descente. Merci, c'est gentil. Cette année, elle est formidable. L'année dernière, c'était un petit peu moins bien. Je suis de la même époque, il n'y avait pas de neige. Satisfait unanime donc et surtout du côté de la station géromoise où l'on envisage désormais l'avenir un peu plus sereinement. Il faut dire qu'un gros investissement, près de 5 millions d'euros, est prévu avec un nouveau télésiège débrayable de 6 places qui sera opérationnel en décembre prochain. 6 places débrayables qui va débiter à peu près 3000 skieurs à l'heure, alors que le télésiège actuel en entrée de station débite environ 1200. À la Bresse, en revanche, et pour garder un maximum de clients sur les pistes, on propose d'admirer l'Aurore au Kastelberg. On essaie un nouveau produit, c'était ce matin, la première. C'est 18 pistes ouvertes à partir du lever du soleil, c'est-à-dire 7 heures pour ce matin. Ça permet, ce matin on avait un panorama merveilleux, on voyait les Alpes depuis le Mont Blanc jusqu'aux Alpes suisses. On a goûté au plaisir du soleil levant et puis on s'est régalé sur les pistes bien entendu. Vue imprenable donc, et certains, paraît-il, en ont tout simplement oublié face à ce panorama de skier. La station fermera le 6 avril prochain. Et on ne manquera pas dans une semaine en Lorraine de vous indiquer l'état des pistes à suivre. Une semaine en Lorraine, c'est donc déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et on poursuit avec cette petite annonce. Le Salon des faïences anciennes et de l'Antiquité, c'est ce week-end, samedi et dimanche, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Tout ce qui est ancien sera en vente ces 2 jours-là, de 10h à 18h. Les stands seront tenus uniquement par des antiquaires et brocanteurs professionnels. Voilà pour une petite idée de sortie pour ce week-end. Une page de pub et on se retrouve pour Entre les lignes.
retrouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Dimanche, retrouvez-nous en direct dès 20h pour une émission spéciale élection départementale, résultats, analyses et réactions des candidats. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. L'histoire se situe dans les Vosges. Une usine ferme, c'est le début de la crise des subprimes. Un contexte économique et social qui va donner une couleur inquiétante au personnage de ce roman noir. Aux animaux la guerre a obtenu le prix Erckmann-Chatrian en 2014. Nicolas Mathieu signe là un premier roman qui a séduit le monde littéraire et les amateurs du genre. Il donne sa vision du roman, c'est à découvrir dans Entre les lignes. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est rare, exceptionnel même. Jamais un premier roman n'a été récompensé par le prix Erckmann-Chatrian, le Goncourt lorrain. Avec son roman Aux animaux la guerre, Nicolas Mathieu entre par la grande porte dans le cercle littéraire. Il a passé 12 années à Paris. Il a exercé des jobs aussi différents que journaliste, nègre, scénariste ou encore greffier dans des réunions de comités d'entreprise. Et surtout, il écrit. Nicolas Mathieu respire son époque en prise avec les gens et le réel. Sa préférence va au roman noir, au cinéma de Sauté et de René et aux séries TV, surtout The Sopranos. La pluralité de son regard et la qualité de son écriture augurent d'un bel avenir pour cet auteur plein de modestie. Il faut nuire à la bêtise en commençant par la sienne. Voici sa philosophie de vie à la croisée de Flaubert et de Nietzsche. Bonjour, c'est un roman noir, très noir, que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Il a été salué par la critique, il a remporté le prix Erckmann-Chatrian 2014 aux animaux la guerre. Le titre évoque l'univers impitoyable d'une jungle et c'est bien dans une jungle sociale, où l'auteur nous entraîne. Là où il est question de survie, là où chaque jour, il faut redessiner son horizon. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mathieu, auteur du roman Aux animaux la guerre. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un premier roman et c'est un coup de maître. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors, un coup de maître, je ne sais pas. Non, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un phénomène très spécial parce qu'on reste très longtemps dans sa chambre à écrire dans son coin. Puis un jour, le bouquin paraît, il y a des articles, après il y a des lecteurs. Puis le bouquin commence à mener sa vie et il gagne des prix. C'est très surprenant. J'étais très loin de m'attendre à tout ce qui s'est produit depuis un an. Aux animaux la guerre, d'où vous vient ce titre ? En fait, donc c'est un livre qui prend pour toile de fond la crise de 2008. Et en relisant des fables de La Fontaine, il y en a une qui m'a paru très éclairante sur ce qui s'était produit, qui est les animaux malades de la peste. C'est dans celle-ci qu'on dit « tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés ». Et puis les incidences de la peste sont très différentes selon qu'on soit puissant ou misérable. Et la crise de 2008, c'était pareil. Ça avait commencé quelque part sur une île à Manhattan. Ça se poursuivait aux confins de la Picardie ou des Vosges. Et selon qu'on soit puissant ou misérable, votre sort n'était pas le même. L'histoire se situe dans les Vosges et un drame se noue là-bas sur fond de crise sociale. Mais finalement, cette histoire, elle démarre 45 années plus tôt en Algérie. Oui, en fait, je sais que ça peut paraître surprenant que ça commence là-bas, mais ce début, il avait plusieurs fonctions. Alors déjà, il y a une fonction dramaturgique, puisque ça commence par de l'action. Et dans un roman noir, un roman policier, il y a aussi une vocation à accrocher le lecteur. Et puis, c'est des moments ambigus moralement et historiquement, la guerre d'Algérie, où le partage entre les bons, les méchants est compliqué. Et c'est un peu pareil pendant la crise, où des braves types peuvent devenir des véritables salauds et inversement. Et puis, je voulais aussi montrer que parfois, en Europe, on est quand même très à l'abri dans nos petites vies quotidiennes. Eh bien, on peut être pris par l'histoire comme dans un raz-de-marée ou comme dans une rafle. Et ces ouvriers qui perdent leur job, c'est comme ces gens qui ont perdu leur pays à un moment donné,
l'histoire arrive, l'événement se produit et on ne peut rien y faire. Et c'était aussi une manière de mettre ça en perspective. Alors je l'explique comme ça et c'est peut-être pas toujours aussi clair dans le récit, mais c'est bien aussi que dans une histoire, il y ait plusieurs niveaux de compréhension selon les lecteurs et puis selon qu'on le lit ou qu'on le relit. Un personnage fait le trait d'union entre l'Algérie et les Vosges, c'est Pierre Duruy. Effectivement. Et en fait, Pierre Duruy, qui à un moment donné est un exécuteur de l'OAS et qui va que vous nommez l'organisation, finalement, vous ne dites jamais l'OAS. Non, parce que quand on écrit, c'est toujours compliqué de faire la part des choses entre le réalisme absolu, vraiment ancrer les choses, et puis donner juste assez de distance, assez d'air pour que l'imagination, la liberté du lecteur quand même puisse s'épanouir. Alors donc Pierre Duruy, pour en reprendre, c'est donc lui qui fait le trait d'union entre l'Algérie et les Vosges. Oui, Pierre Duruy, c'est un personnage ambigu justement qui a participé à la libération de la France en 1945, enfin en 1944, qui est un exécuteur de l'OS, qui à un moment s'est retrouvé dans les Vosges parce qu'il a fui l'Algérie comme c'est arrivé au Pied Noir à ce moment-là. Et en fait, c'est un personnage qui tout au long du récit passe d'un côté ou de l'autre de la morale selon les circonstances, selon ses intérêts. Et le roman noir, en dépit de son nom, c'est un roman du gris en fait, de l'ambiguïté morale. Et lui, Pierre, il porte ça en lui. C'est un roman noir, effectivement, qui fait non pas le procès de la société contemporaine, mais pour le moins, il s'en détache un constat d'échec. Alors il y a la crise, le chômage, le racisme, les jeunes aussi en perte de repères, avec le risque bien réel de tomber dans l'indélinquance, voire dans le crime organisé. Alors comment vous est venue l'idée de ce roman noir ? À un moment de ma vie, en 2007, j'essayais de devenir scénariste. Et comme je peinais à y parvenir, j'avais très très faim et j'ai trouvé un job alimentaire qui consistait à faire les procès-verbaux de réunions. Donc j'assistais à plein de réunions et je tapais ce qui se disait. Et notamment, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les comités d'entreprise au moment de la crise, en 2008, la crise des subprimes, à couvrir des plans sociaux en fait. Donc d'un côté de la table il y avait la direction, de l'autre les employés, chacun avec des objectifs très antagonistes. Et ça avait une force, une charge, et je me suis dit comment raconter ça sans être emmerdant, sans faire un pensum, sans faire trop de sociologie ou de morale. C'est là que l'idée d'un roman criminel m'est venue, accrocher le lecteur avec des histoires de flingues, de kidnapping, et en deçà, juste sous le texte, faire passer autre chose, de la sociologie, un portrait du monde, faire exister un univers qui est en train de finir. Les personnages de ce roman se prénomment Martel, Bruce, Jordan, Victoria ou encore Lydie, ni méchants ni gentils, ils rêvent tous de s'en sortir. Rita, la cinquantaine, est inspectrice du travail, fille d'immigrés espagnols, elle a toujours vécu ici, écoutez. Car Rita n'appartient pas à la race des vainqueurs. Elle le sait, elle ne s'en attriste plus. Autrefois, à la fac de droit, des jeunes filles du Felcote ont fouetté son orgueil. Rita guettait ces petites françaises pimpantes dans les couloirs, avec leurs airs propriétaires et historiques, leurs manières douces, comme si elles ne savaient par avance que tout allait bien se passer. Rita a pu rêver d'appartements à moulures et de confort légitimé. Sa colère est peut-être née là, d'un mouvement d'humeur travesti en philosophie. Aujourd'hui, elle sait bien qu'elle ne sera jamais de ce monde des facilités, aux violences allusives et aux mois de assis. Sa mère a toujours travaillé, elle gagnait moins à la fin qu'au commencement, c'est tout dire. Quant à son père, il a passé sa vie dans les silos, finissant dans un poumon de métal, comme c'est l'usage une fois qu'on a respiré 30 ans de poussière de grain. Qu'elle le veuille ou non, Rita appartient à ce monde où les gens meurent au travail. Rita dit aussi qu'il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Or, Rita fait partie de ceux qui n'en sont pas. Alors, elle veut aussi conjurer le sort et elle s'est mise en tête de sauver Victoria. Oui, Rita, elle tient son nom aussi de Sainte Rita, qui est la sainte patronne des causes perdues. Et en fait, dans le roman, c'est quand même le personnage peut-être le plus lumineux et qui recueille effectivement une jeune fille dont on apprend qu'elle est prostituée et qu'elle a été enlevée, etc. Elle, comme tous ces personnages, elle cherche à donner du sens à sa vie, à s'accrocher à quelque chose. Pour elle, c'est cette jeune fille qui va la faire se sentir plus vivante. Alors tous ces personnages ont ceci en commun, c'est qu'en fait ils sont prisonniers de leurs conditions, comme une tare qui se transmettrait de génération en génération. C'est un roman fataliste. On se dit, mais qu'aurait-il pu faire d'autre ? C'est pas un roman fataliste, ça, moi je le vois plutôt comme un roman réaliste. C'est-à-dire,
il y a quelqu'un qui a dit de ce bouquin qu'il faisait de la sociologie avec un flingue. Et en sociologie, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est conditionné et qu'on a une toute petite chance de devenir libre. Mais encore faut-il connaître les conditions de son aliénation, de son conditionnement. Et donc dans ce livre, on voit la trame des intérêts, des habitus sociologiques, des contraintes socio-économiques. On voit tout ça, comment ça pressure des personnages. Mais il n'est pas fataliste parce qu'il y a peut-être une porte de sortie à un horizon. En tout cas, c'est pour ça que le mort aux dents, ils continuent tous à se battre. Alors c'est un roman noir, certes, mais c'est aussi un roman gigogne. Je m'explique. Alors on a l'impression que chaque personnage a une vie en soi, mais qu'on ne connaît pas complètement. Alors on dévoile une partie de leur vie, il y en a une autre qui est cachée, on a envie d'en savoir plus en fait, sur tous les personnages. En fait, il y a un point de vue qui est habituel chez les romanciers, qui est d'avoir un point de vue olympien sur l'histoire qu'ils racontent. Ils sont de très haut et ils regardent ce qui se passe en bas et ils racontent tout. On a un sentiment de maîtrise et de connaissance et d'omniscience totale. Moi, j'ai essayé de raconter cette histoire un peu comme on vit nos vies, c'est-à-dire qu'il y a plein de hors-champs. Il y a plein de choses des gens, quand on les quitte, qu'on ne sait pas qui se passe chez eux, derrière leurs portes, ou des gens qu'on a aimés, dont on s'est séparés, qui continuent à vivre leur vie ailleurs, ou des bribes de passé qui remontent à la surface, mais on ne connaît pas les racines. En fait, le monde, il fonctionne comme un iceberg, on n'en a jamais que la pointe. Et moi, je raconte voilà ce qu'il y a à la pointe, et c'est au lecteur de produire avec son imaginaire, avec tout ce qu'il veut, sa pensée, tout ce qui est en dessous, tout ce qui fourmille et qui existe et qui compose la totalité du monde. Parce que ce que j'aime aussi dans votre roman, c'est qu'il n'y a ni gentils ni méchants, et même les méchants sont attachants à un moment. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont tous très attachants. Il y a un film de Renoir qui s'appelle La règle du jeu. Et dans ce film, Renoir, qui joue un rôle, dit ce qui est terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Et moi, c'est ce que je voulais faire dans ce bouquin. S'il y a bien un truc que la littérature ne doit pas faire, parce que c'est ni un flic, ni un juge d'instruction, ni un procureur, c'est juger. Toute la journée, dans les médias, dans notre vie quotidienne, on nous incite à produire du jugement. C'est bien, c'est mal. Le roman, il doit nous donner l'occasion de se mettre à la place des gens, de comprendre quels sont leurs mobiles, leurs motivations. C'est cette intelligence-là qu'on doit transmettre, l'empathie. Et donc, ils ont effectivement tous leurs raisons. Absolument. Et puis, il y a aussi cette idée que tout le monde peut basculer. Finalement, tout le monde peut se retrouver dans un des personnages, à un moment ou à un autre. En 2007-2008, quand j'ai assisté dans les boîtes à des plans sociaux, des fermetures, j'ai vu vraiment des braves types qui étaient prêts à tout. Il y a eu des séquestrations, des gens qui voulaient faire sauter leur usine avec des bonbonnes de gaz, etc. Et plus largement, c'est un grand thème du roman noir et simnonien, on pourrait dire. Chez Simon, tous les personnages font ça, c'est des braves types qui à un moment basculent. Et fondamentalement, moi, je crois aussi qu'on est tous comme ça. Et c'est une leçon de relativisme pour chacun d'entre nous, avant de jeter la pierre à qui que ce soit. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Pendant l'occupation, je ne suis pas sûr que j'aurais été un résistant. Je ne suis pas sûr non plus que j'aurais été un collaborateur. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi ? Et voilà, c'est bien de se mettre à la place des autres. Votre livre est écrit comme un film, c'est comme un scénario. Est-ce que vous avez déjà envisagé éventuellement d'en faire un film ? Alors, effectivement, tout ce que j'ai pu apprendre de la dramaturgie pour le cinéma ou les séries m'a été fort utile pour ce bouquin. Et notamment dans sa construction, il fonctionne un peu comme une série télé avec des chapitres qui ont chacun leurs enjeux, leur dramaturgie propre, plus une grande arche narrative qui parcourt tout le roman. C'est exactement comme une saison de série télé. Et pour tout vous dire, les droits ont été acquis pour faire une série télé. Après, on en est vraiment au balbutiement et je ne sais pas du tout si ça ira au bout. Merci Nicolas, Mathieu, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, on peut trouver votre livre Aux animaux la guerre partout. Il est édité chez Actes Sud. Et donc pour tous les amateurs du genre de roman noir, bonne lecture et à très bientôt entre les lignes. Merci, au revoir. Voilà, fin de l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous et à toutes.